Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, je reçois, comme une fois j'ai pu le faire l'année dernière, Estelle Landry. Bonjour Estelle, comment vas-tu ? Bonjour à toi, ça va super, je suis très heureuse de te retrouver une nouvelle fois sur ce beau podcast. Eh ben, le plaisir est partagé. Est-ce que tu te représenterais pas rapidement pour les personnes qui n'ont pas écouté le dernier épisode où tu étais là ? Volontiers, donc je m'appelle Estelle Landry, je suis product owner chez Pix, donc une start-up d'État dans le domaine du numérique. Avant, j'étais une ancienne dev et j'ai découvert ma passion pour le besoin utilisateur, pour l'expérience utilisateur entre autres. Et j'ai aussi, entre autres, une passion entre guillemets, c'est que j'essaie de beaucoup participer à l'associatif de la tech. Donc je suis co-organisatrice de Sonitech. Je fais partie aussi de plusieurs comités de sélection des talks dont Devox et j'ai été aussi co-organisatrice de Meetup, entre autres. Et speakeuse, bien sûr, speakeuse sur certains sujets UX. C'est justement pour ça que je t'ai proposé de passer dans le podcast aujourd'hui. C'est pour venir nous parler de ton activité au sein de l'orga de plusieurs conférences en France. Et en particulier sur la partie CFP, c'est un sujet qui est compliqué, il y a plein de gens qui proposent des sujets pour aller au conf, des fois ils sont refusés, des fois on sait pas pourquoi, et quand on est juste dev ou profil tech et qu'on propose des sujets, je pense qu'on a aucune idée de ce qui se passe derrière. Et j'aurais beaucoup aimé que tu nous expliques ça et que tu puisses nous faire profiter de ton expérience justement à la rédaction, j'allais dire, de deux confs qui n'ont pas du tout le même volume et j'imagine pas le même mode de fonctionnement pour gérer tout ça. Alors pas du tout, en effet, je fais partie du coup depuis maintenant 3-4 ans. On a créé avec des collègues Sonitech et c'est une petite conférence, donc au début on a commencé avec 300 personnes au total en participant sur deux jours et c'est vrai que on est assez généraliste, donc tech, UX, craft, plus ou moins produit un peu, etc. Et donc j'ai participé du coup sur 2 années au CFP, là ça va être la 3e année, et en parallèle j'ai été invitée cette année à participer au CFP de Devox, donc la grosse conférence parisienne que vous connaissez déjà. Et je sais pas par quoi exactement commencer, donc est-ce que je décris un petit peu les typologies, les modes de ce comité ? Comme tu veux, c'est à toi de nous raconter comment ça fonctionne, puisque moi je sais pas du tout comment ça marche, et je pense que la plupart des gens non plus, donc... raconte-nous une histoire. Ça marche. Je vais vous raconter, moi, mon premier CFP, c'est-à-dire la première fois à Sonitech où on a lancé le comité de sélection sur la première année de la conférence. Donc on était un peu perdus, même si on avait tous été speakers, ou tous participé à des conférences. On est passé par si vous êtes speaker, vous devez connaître l'outil Conferencehall, qui est un super outil développé par une Benjamin Petetto de Zenica surtout, mais qui est open source, et qui permet en tant que organisation de récupérer des talks qui ont à peu près le même format, donc titre, abstract, un commentaire en interne pour les organisateurs, et le détail un petit peu la bio de chaque speaker. Donc moi, si tu veux, quand j'étais parachutée dans ce contexte-là de CFP, je savais pas trop comment faire, comment mettre une note. Ça paraissait un peu compliqué de résumer tout un travail, une conférence en une note. En l'occurrence, sur Conferencehall, c'est une note sur 5. Avec la possibilité de ne pas donner son choix et la possibilité de ne surtout pas retenir ce talk. Le veto, par exemple. Ok. Donc si tu veux, à ce moment-là, dans le comité de sélection Sonitech, notre but c'était de prendre des gens de la région, des speakers pas forcément reconnus pour faire un peu rayonner la tech montpelliéraine, mais aussi prendre des gens d'ailleurs et essayer de faire une conférence intéressante, autant pour les montpelliérains que les gens qui faisaient des déplacements sur Montpellier. Donc notre but il était de faire, comme je le disais, du généraliste, un peu pour tout le monde, et de faire venir un petit peu la tech régionale et aussi française. Donc on s'est lancé dans ça. On avait zéro on s'était pas calé une manière de noter commune. Donc on était arrivé à la fin avec des notes et on s'est rendu compte que il y avait énormément de talks qui se suivaient à des micro notes
Tu sais, les 4,65 avec un talk juste en dessous à 4,64. Donc c'était un peu difficile pour nous de faire des choix. Et je t'avoue que là, on a commencé à essayer de faire un choix par format, c'est-à-dire qu'on a repris nos slots, on s'est dit ok, on a X nombre pour des conférences, X nombre d'ateliers, X nombre pour des quickies, donc des formats courts, et on a essayé de voir les notes les plus importantes qu'on avait mis tous, donc le comité de sélection étant et des gens tech et des gens non tech un peu comme moi. Et donc c'est avec ça qu'on a essayé de créer un programme, de prendre plus ou moins des talks qui se ressemblaient pas forcément, et d'essayer de satisfaire un peu tout le monde. Et c'est là où j'ai découvert les CFP. Donc ça, c'est la première petite histoire. Je pense que tu as déjà peut-être des petites questions. Mais en tout cas, sachez que on a passé au départ, je crois que j'ai dû passer une vingtaine d'heures à revoir au moins 500 propositions. Et j'étais un peu perdue, mais on a essayé de notre mieux de faire un programme qui nous ressemblait à ce moment-là. Donc, en termes de volumétrie, la première édition de Sunitech, c'était à peu près 500 propositions. Entre 500 et 700 propositions, sachant que j'ai pas tout noté. Donc t'imagines, 700 propositions. Et vous étiez combien pour éplucher tout ça? Je crois qu'à ce moment-là, on était moins de 10. Ça fait quand même un boulot, moi, qui me paraît déjà colossal. Enfin, c'est déjà... Et ok, alors déjà c'est une bonne information. Je me doutais qu'il y avait quelque chose comme ça, mais je savais pas qu'il y avait un système de notes, que vous pouviez, qu'après il fallait reclasser tout ça. Enfin, c'est intéressant. Et du coup, en termes de volumétrie, si on compare maintenant avec ce que t'as à Devoxx en ce moment même. Devoxx, c'est là on a eu 700 propositions aussi. Ouais. Donc c'était intéressant de voir que même Sunitech avait réussi à la première année à avoir autant de propositions par exemple qu'un Devoxx. On était assez fiers de ça au début. Mais ouais, Devoxx, c'était 700 propositions et je crois qu'au total, j'y ai passé cette année une trentaine d'heures. Et sachez que j'en ai voté que 200. Donc c'est-à-dire que les autres que t'as pas voté, c'était pas le temps, pas d'inspiration, tu savais pas quoi, les sujets te parlaient pas assez, ou c'est qu'est-ce qui fait que tu votes pas qu'est-ce qui fait que tu votes pas pour certains sujets? Ça dépend, je pense, des conférences, mais sachez que en l'occurrence à Sunitech et à Devoxx, c'est un peu pareil. En tant que membre du comité, on se donne la possibilité de pas donner de notes, parce que soit le sujet et pas du tout lié à mes connaissances, et du coup je ne sais pas juger. Par exemple, tu me mets un sujet DevOps, si ça parle de philosophie, je vais comprendre. Si ça rentre dans le détail ou qu'on me cite du Terraform, ce genre de choses, je vais pas comprendre, donc je vais pas avoir je vais pas être à même de mettre une note. Par contre, ça peut être aussi le fait que je connaisse la personne, je travaille avec elle, ou c'est une pote à moi, et dans ces cas-là, je ne vais pas noter quelqu'un parce que j'ai pas envie de biaiser et d'avoir du favoritisme pour certains talks. C'est un sujet intéressant parce que c'est souvent c'est souvent une question qui revient un petit peu est-ce qu'il y a effectivement du copinage dans les orgas. Moi j'ai eu une des toutes premières confs où j'étais accepté. J'ai fait jouer mon syndrome de l'imposteur. Je me suis dit que si j'ai été pris, c'est qu'il y a des gens qui me connaissaient à l'orga et il y avait pas d'autres raisons possibles pour que le sujet passe. Alors c'était peut-être ça, c'était peut-être pas ça, mais toi tu dis donc que vous avez un espèce de contrat moral qui vous invite à ne pas venir faire du favoritisme pour les copains. C'est exact. Après, je sais pas si c'est respecté par toutes les conférences et si c'est quelque chose d'acté dans les conférences tech. En l'occurrence, chez Devoxx et à Sunitech, on ne voulait pas voter pour les copains. Après, bien sûr, tu vas me parler de qu'est-ce qui va être des copains versus des connaissances. Quelle est la limite? À quel moment on s'empêche de voter? Moi, personnellement, ce que j'applique sur moi, c'est du moment où je suis biaisée, où je sens que j'ai envie de voir la personne parce que j'ai envie de discuter avec elle parce que on est proche. Pour moi, c'est la limite. Si je sens que je suis plus attirée par la personne et par notre relation que par le sujet en lui-même, là je me dis je vote pas. Donc en l'occurrence, les collègues je ne vote pas, les amis je ne vote pas. Ok, ça va un peu à contre-courant de ce à quoi on peut s'attendre. Ce qui veut dire que peut-être que les sujets, pour ma part, qui sont passés, peut-être qu'ils étaient vraiment intéressants en fait. Ça serait fou. En dépit des connaissances que je pouvais avoir peut-être à l'orga, c'est une bonne
C'est un bon signal, ma foi. Je me demandais aussi, tu disais qu'au moins à la première édition de Sonitech, vous avez essayé de valoriser la scène locale, si je puis dire. Comment ça se gère à Devoxx où je vais pas dire que c'est international, mais c'est plus que national comme conf. Enfin, c'est francophone principalement. Il y a quand même des fois des sujets en anglais, mais il y a des gens qui viennent de partout en France. Est-ce qu'il y a un petit impact là-dessus ou pas plus que ça? Il n'y a pas d'impact là-dessus que je sache, en tout cas écrit, défini, discuté. Peut-être que certains d'entre nous ont un peu cet objectif. Par contre, ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on remarque qu'il y a beaucoup de conférences par une même société, là je sors un peu du critère local, mais c'est un peu lié, quand on voit qu'il y a beaucoup de talks d'une même société, alors là on fait peut-être plus attention. Par exemple, je citerai pas de nom, mais à Devoxx, on a remarqué qu'il y avait une société qui avait postulé au total une 25 talks, je crois à peu près, par des personnes différentes, parce que, je sais pas si vous le savez ça aussi, on interdit une personne de postuler plus de 3 talks, parce que sinon ça serait déloyal par rapport à d'autres qu'elle postule au moins 150 talks différents de sujets complètement différents, donc on a cette limitation. Mais pour revenir à mon premier élément, si on voit en tant que comité qu'il y a une société qui a proposé énormément de talks, on va aller créer une discussion pour savoir, ok, on est perdu concernant le comité, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous aviez envie de faire, c'était quoi votre sujet préféré, vos sujets préférés, de quoi vous avez envie de parler, est-ce qu'on peut vous aider à retravailler ça? Parce que forcément, on n'a pas envie le jour J d'avoir une représentation d'une société plutôt qu'une autre. On a envie de laisser parler tout le monde, que ça soit une personne qui vienne d'une petite boîte ou d'un grand GAFAM. Tu parles des sociétés qui des fois vont essayer de truster pas mal de places justement pour avoir plus de conférenciers sur scène que les autres. Il y en a qui des fois peuvent arguer qu'il y a un espèce de biais parce que ces sociétés-là des fois elles sont sponsors et elles financent en partie la boîte et que du coup pour certaines personnes peut-être pour certains points de vue vous pourriez perdre un peu votre liberté éditoriale du fait du sponsoring. Comment ça marche en vrai? Je crois qu'il y a peut-être des slots prévus pour certains sponsors, mais jusqu'où ça va en fait? Comment ça fonctionne? Alors, t'as des conférences qui n'ont pas du tout ce genre de slots prévus. En l'occurrence, Sonitech, la stratégie éditoriale et le choix du planning se fait que à partir de nos notes et que à partir du comité de sélection. Donc, on n'a pas de talk sponsor. Par contre, en effet, sur d'autres conférences, en fonction, je crois, de la typologie et du montant que tu as mis, je pense, en tant que sponsor, tu as droit, en effet, à une place, un talk pris. Par contre, quand c'est le cas, on va souvent venir accompagner les sponsors pour leur montrer si elles ne connaissent pas la conférence, pour montrer la réalité de ce que c'est, des sujets abordés et de ce qui pourrait être intéressant. Mais je crois que si je vais pas donner de bêtises pour Devoxx, en effet, c'est que quelques sponsors Platinum qui ont le droit à ce type de validation de talk. Alors pour ceux qui s'étonneraient de ce fonctionnement-là, il faut rappeler qu'une conf, ça coûte cher, ça coûte très cher, c'est organisé globalement ou même exclusivement par des personnes qui sont bénévoles sur ces organisations, sauf que dans les faits, ça coûte cher, il y a des locaux qui sont pas gratuits, il y a des repas, il y a tout un tas de frais, et il y a besoin, si on veut pas avoir des entrées qui coûtent un œil, il y a besoin de sponsors qui cofinancent l'événement. Je pense pas qu'on puisse se passer sponsor aujourd'hui pour une conf, enfin ça me paraît difficile sans mettre des entrées à des tarifs absolument prohibitifs. Ça c'était pour la parenthèse sponsoring, arrête-moi si je dis une bêtise. Non, justement, j'ai même envie de compléter et de venir un peu rajouter. En effet, on est tous bénévoles. Faut savoir que normalement le prix du billet, je crois qu'on est beaucoup de conférences à faire ça, ne couvre que la nourriture mangée le jour J. Et le reste est payé par les sponsors. Donc il faut imaginer que
tout l'argent que l'on a, c'est-à-dire le lieu, le fait de permettre de payer les déplacements pour les speakers, tout ça, c'est pris en compte par les sponsors. En tout cas, c'est comme ça qu'on calcule à Sonitech. Et sans eux, en effet, on pourrait pas faire de conférences. Et sachez que il n'y a pas que là j'ai pris l'exemple de Devoxx, mais je sais qu'en France il y a énormément de conférences qui font ça. C'est pas lié au nom Devoxx, c'est vraiment lié à la stratégie, au sponsoring et je pense aussi au nombre d'argent que peut manipuler une association ou en tout cas une organisation qui fait des conférences. Maintenant, je voulais te poser la question. On a expliqué un peu comment ça marche. Si dans toutes les personnes qui nous écoutent, il y a des gens qui veulent proposer des sujets, alors là au moment où on enregistre l'épisode, le CFP de Devoxx est fermé, mais il y en a encore d'autres qui sont ouverts. Je vais essayer de publier l'épisode rapidement pour que ça puisse profiter. Le CFP de Sonitech est ouvert, le CFP de Mixit est encore ouvert, et il y en a encore d'autres. J'essaierai de les retrouver d'ici là pour les mettre en description, mais il y en a encore d'autres qui sont ouverts. Qu'est-ce que tu conseillerais aux néo-speakers, ceux qui ont jamais été acceptés sur des confs, comment ils devraient répondre, si t'as 2-3 tuyaux à donner pour le CFP ou peut-être en amont des choses à préparer, qu'est-ce que tu raconterais là-dessus? Alors, je vais dédramatiser de suite. Être pas pris à une conf, c'est normal. En tout cas, moi, j'ai pas été pris à beaucoup de confs et ne vous inquiétez pas, dans votre démarche, vous serez forcément à des moments, entre guillemets, refusés. Si vous proposez quelques confs et que malheureusement vous allez pas jusqu'au bout, ce n'est pas de votre faute. Et pareil, si vous êtes sélectionné, c'est le CFP qui a fait un choix et qui vous fait confiance. C'est un peu la roulette, en effet c'est particulier, et il faut avoir confiance au CFP. Il faut savoir du coup qu'une conférence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec Sonitech, on a dû refuser des talks qui avaient été super bien notés, mais où, malheureusement, il y avait eu un talk sur le même sujet qui avait été un peu mieux noté. Et ça arrive des fois de ne pas valider ou prendre des talks qui sont super, parce qu'on est sur un mouchoir de poche au niveau des notes. Donc ça, faut vraiment dédramatiser et ne pas prendre cette note pour une évaluation de votre travail, de votre personnalité. C'est simplement un choix du comité. Maintenant que ça c'est fait, si je donnais des conseils à des personnes qui n'ont pas été prises ou qui n'ont pas encore passé le pas parce qu'elles ont un peu peur, sachez que je recommande d'avoir un titre et un abstract clair, précis, mais aussi complet. C'est-à-dire que normalement, le comité de sélection va venir mettre une note sur ce que vous allez mettre dans ce titre et dans cet abstract. Si vous mettez un abstract qui est léger, c'est-à-dire avec une seule phrase, vous dites dans ce talk, nous allons voir avec tel techno comment faire ça. Ça peut paraître super bien, en effet, c'est une phrase de présentation, mais il faut savoir que cette phrase va être utilisée le jour J pour donner envie aux participants de venir vous voir, et c'est aussi cette phrase qui va aussi donner un petit peu envie d'être sélectionné, en tout cas de donner envie au CFP de vous sélectionner. En plus de ces deux blocs, il y a un troisième bloc qui est le message à destination du comité pour expliquer, soit donner plus de contexte au talk, soit pour venir donner des vidéos que vous avez déjà fait, des podcasts, des meet-up. Et les conseils que je vous donnerai quand vous remplissez ces éléments, c'est soyez complet, soyez concis, expliquez votre démarche et essayez de poser à plat quels sont les arguments et qu'est-ce que vous allez apporter aux participants. Si vous ne mettez qu'une seule phrase, ça va être très très compliqué pour le comité de savoir si oui ou non le talk sera intéressant ou pas. Il y a une très très bonne vidéo de Nicolas Martignol, du coup du CFP de Devoxx, qui avait fait un talk, je te donnerai le lien Sylvain, et qui explique comment construire un bon abstract, comment faire, trouver un bon titre, etc. Et je la trouve super bien construite, parce qu'en fait, c'est intéressant et c'est intéressant de prendre du temps sur ces éléments-là. Et c'est très important. C'est déjà des bonnes pistes, je pense. Maintenant, on en a parlé avant, j'en ai discuté aussi avec d'autres gens qui sont speakers depuis un certain temps. On n'en a pas encore parlé. Il n'y a pas que les confs dans la vie. Il y a les meet-up aussi.
Justement, tu disais si on a des références à donner, toi tu conseilles de passer par quel circuit pour peut-être rôder un sujet ou se faire connaître et se donner un petit peu un nom qui pourrait inspirer plus confiance au comité qui est au CFP. Tu passerais par où? T'inviterais à passer par où du coup? Je vais citer plusieurs exemples pour vous montrer voilà ce que personnellement je connais. Après il existe plein d'autres moyens de valider son talk. En effet, il y a le meet-up, donc c'est-à-dire faire un événement du coup autour du sujet que vous donnez. Par exemple, si vous avez un sujet JS, vous allez voir par exemple un meet-up JS. Je sais qu'il y a le Nantes JS en ce moment, d'ailleurs, je crois, ou dans la semaine prochaine. Et vous allez leur proposer le sujet pour déjà essayer de vous entraîner sur ce sujet, aussi peut-être pouvoir avoir une vidéo ou une petite captation. Donc pour pouvoir vous écouter, peut-être retravailler votre sujet, et cette vidéo pourra servir aussi à présenter votre contenu dans les CFP. Si vous n'avez pas de meet-up ou si vous n'avez pas fait ça, c'est pas très grave. Il existe aussi des BBL, des Brown Bag Lunch, où vous pouvez donner votre talk dans une société le midi pour essayer de tester aussi. Si vous n'avez pas passé par là, c'est pas grave non plus. Comme je le dis à certains speakers, j'adore avoir des slides ou ne serait-ce que le plan du talk, pour savoir de quoi vous allez parler. Ça m'intéresse de savoir comment vous allez amener le sujet, quels vont être les arguments que vous allez déployer autour de votre problématique, quel va être le résumé de votre talk, qu'est-ce que vous allez apporter comme valeur à l'utilisateur, n'importe quoi, je suis encore au boulot. Qu'est-ce que vous allez apporter à votre participant à la fin du talk. Et c'est des éléments que vous pouvez donner via des plans, via des slides, via simplement un discours. Donc en effet, tu peux faire des meet-up, mais il faut pas se dire que oh là là, pour être speaker, il faut que j'ai forcément fait un meet-up. Le moindre travail, le moindre document, les moindres slides que vous avez fait, c'est super important de les mettre par défaut, comme ça va nous donner beaucoup plus d'éléments pour prendre le bon choix et d'avoir la bonne note, en tout cas ce qui nous correspond à être une bonne note. C'est des bons conseils. Moi je vais insister sur le fait d'essayer d'aller au meet-up. Alors avec le remote, le Covid, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Mais personnellement, moi, je suis à l'orga du meet-up, le MUG Lyon. C'est le Microsoft User Group. On fait pas que du Microsoft, on prend plein de sujets. La plupart des orgas, des meet-up locaux autour de votre ville, ils galèrent souvent à trouver des gens pour parler. Allez-y. J'ai envie de dire que c'est open bar. Ça sera très rare qu'on vous refuse un sujet. Alors effectivement, je vais pas aller au meet-up Java ou Scala pour présenter les dernières nouveautés de .NET, ça ne marchera pas, mais voilà, chaque meet-up a ses créneaux qui vont bien. J'incite fortement à y aller. Ça peut donner en plus, sans dire d'aider pour être accepté au CFP, mais c'est une expérience scénique à prendre en compte. Il y en a qui savent le faire, mais je pense que faire un premier talk, le tout premier talk de sa vie à Devox devant, je sais pas, même 200 personnes, je pense que ça doit être un peu terrorisant. Je te confirme. À moins qu'on soit très à l'aise naturellement, y a pas de souci. Mais le commun des mortels a besoin de s'entraîner avant dans des espaces qui seront un peu plus safe. Moi, mes premiers talks, je les ai donnés au MUG à Lyon. Je reviens souvent là-dessus, mais c'est le MUG qui m'a permis de faire mes premières armes. Je connaissais la moitié de l'auditoire. Je savais que les gens allaient pas me crucifier. Déjà, ça rassure. On en fait un, on en fait deux, et puis après, on va voir les collègues, on a des retours. Il y a toujours un ou deux collègues sympas pour faire un retour, une critique constructive sur, que ce soit sur le fond, la forme. C'était pas très fluide ces enchaînements là. Te ronge pas les ongles quand t'es sur scène, ça le fait pas ton stress. Voilà. Enfin, il peut y avoir des choses toutes bêtes, mais je trouve ça super intéressant. Un des derniers trucs que je voudrais proposer moi aussi, si vous êtes en train d'écouter ce podcast et que vous avez envie de tester un sujet et de le proposer, écrivez-moi. On peut faire un épisode, il n'y a pas de souci, moi ça sera avec plaisir. Un des sujets que j'ai la chance de pouvoir passer sur plusieurs confs en ce moment,
C'est un sujet qui est hérité d'un épisode que j'ai enregistré il y a plus d'1 an maintenant. Je pense que d'avoir dans les CFP pu dire voilà le sujet, il a été bootstrappé en format 10 minutes sur le podcast, il a bien marché. Maintenant je peux l'étendre à quelque chose de plus gros. Je pense que ça a énormément aidé à ce que ce sujet soit accepté. Et pour l'instant, voilà, je l'ai déjà fait 2-3 fois. Je le refais dans 3 semaines au Snowcamp à Grenoble. Et j'espère que je pourrais le faire à d'autres confs d'ici la fin de l'année, et puis si je peux pas, tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, c'est un sujet qui fonctionne. J'ai pu le bootstrapper ici, donc si vous voulez le faire, y a pas de souci. Il me semble, Estelle, que tu es en contact avec des gens qui peuvent aider les gens à travailler leur sujet, leurs prestations. Si tu peux nous donner ça. Oui, alors je vous conseille d'aller voir le compte Twitter qui s'appelle Craft Records, où derrière il y a de super belles personnes qui ont l'habitude de faire des conférences et qui vous aident à construire votre abstract, votre sujet, qui peut répondre à vos premières questions. Pour ma part aussi, j'avais demandé de l'aide aux duchesses et à ma marraine pour de l'aide sur comment sera perçu mon talk. Pareil, dans les CFP, j'étais super étonnée, mais à Devox, on a possibilité de converser dans l'outil avec les personnes et de faire des retours. Et que les personnes puissent modifier au fur et à mesure l'abstract, ou en tout cas l'améliorer. Et ça, c'est super important aussi de dire que les organisateurs des conférences sont disponibles pour vous répondre et vous conseiller sur le format, sur la typologie, sur la rédaction. Faut pas hésiter. C'est aussi intéressant de le savoir et de poster peut-être un peu plus tôt dès que le CFP ouvre pour avoir des feedbacks constructifs du comité. C'est ce que j'allais dire. Il faut postuler assez tôt pour avoir le temps d'avoir des échanges. Moi, j'en ai eu un petit peu justement avec le CFP Devox qui m'ont permis attention, il y a une typo dans l'abstract. Enfin voilà, j'avais fait des erreurs de copcall, donc c'était cool de l'avoir fait tôt, d'avoir le temps de faire un petit aller-retour. C'était chouette. Personnellement aussi, je crois que j'ai dû aider 3-4 personnes à écrire leur CFP à partir du comité. Donc c'est, en plus de donner des notes, en parallèle, j'ai des discussions Twitter en disant ton CFP, ton abstract, tu veux pas peut-être essayer de le tourner comme ceci, comme ça? Est-ce que tu veux que je t'aide à le retravailler? Et ça prend aussi beaucoup de temps. En plus, et c'est du bénévolat encore une fois. Mais il faut pas hésiter. Les orgas sont là et préfèrent une discussion et venir vous accompagner. En tout cas, même si vous n'êtes pas pris aussi, ça vaut le coup de peut-être demander pourquoi. Est-ce que ça vient du sujet? Est-ce que ça vient du fait que j'étais bien notée mais j'étais pas il y avait un autre talk malheureusement qui a été pris. Voilà, n'hésitez pas, la discussion n'est pas fermée. En tout cas, côté orga, je sais que nous, côté Sonitech et même côté Devox, Arnaud l'a très souvent dit, on est là pour vous écouter, pour essayer de vous aider à construire le talk, donc n'hésitez pas. Eh ben, ce sont des bons conseils. On va clôturer avec ça, Estelle. Je vais avoir énormément de liens à mettre en description, parce que tous les comptes, Craft Records, la conf de Nicolas, il va y avoir plein de choses. Donc on va faire le point juste après l'enregistrement pour recenser tout ça. T'avais un dernier truc à dire? Alors j'ai un dernier truc à dire, j'aimerais bien rebondir par rapport aux derniers échanges qu'il y a eu sur Twitter, si je peux. Sachez que moi j'ai un avis très personnel, c'est-à-dire que on fait ça sur notre temps perso, comme on l'a dit, on est des bénévoles. On n'a peut-être pas la meilleure façon de faire à l'heure actuelle. Il y a peut-être des conférences qui n'ont pas bien fait les choses certainement, ou qui pourraient s'améliorer. Ce que je veux dire, c'est que on peut toujours s'améliorer, et je pense qu'il y a des solutions qui pourraient être mises en place. Sachez qu'on y réfléchit. Je pense il y a des très très bonnes solutions, comme par exemple ne pas forcément mettre la bio du speaker au départ, peut-être la découvrir après la notation, anonymiser. Enfin, peut-être que ça peut être des idées. Je veux dire, voilà, que on va essayer d'améliorer les choses, je pense, on va en discuter entre nous, on va essayer de promouvoir peut-être d'autres manières de faire, mais sachez en tout cas que c'est celle-ci qu'on fait parce que c'est déjà ultra compliqué et qu'on a que ça sous la main et qu'on a très très peu d'outils qui nous permettent de faire ça. Donc sachez en tout cas qu'on est la plupart des gens que je connaisse qui font des CFP sont bienveillants et qu'on est là pour discuter avec vous, et si vous avez des sujets ou des idées, en tout cas on est ouvert. J'aime beaucoup cette démarche. S'il y a des critiques à faire,
elles peuvent être faites si elles sont constructives, et encore mieux, si vous avez des choses à proposer, et proposez vos services. Oui. Je pense que les comités seront ravis d'accueillir des personnes qui ont du temps à passer là-dessus. Si vous avez des idées, proposez de les mettre en application. Je pense que ça sera toujours bienvenu. Alors ne pas le faire au milieu du CFP quand tout est déjà engagé. S'il vous plaît. Enfin voilà, c'est la vie que j'en ai. Peut-être un jour je trouverai le temps de m'investir là-dedans. Je pense que ça peut être passionnant de voir l'envers du décor. Je te remercie énormément, Estelle, pour le temps que tu nous as accordé, pour la mine d'or d'informations que tu nous as apportées aujourd'hui. À une prochaine, j'espère. À bientôt. Au pire, on se recroise en conf bientôt, a priori. Peut-être à bientôt pour un nouveau sujet. Si tu as envie de parler d'autre chose, tu es toujours la bienvenue ici. Bah du coup, à très bientôt, Sylvain. Pardon. Oui, et à très bientôt. Quant à vous, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine. À la prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, geekez bien et codez bien.